Normalement, la science ne devrait pas du tout, absolument pas, susciter la moindre défiance. Tout simplement parce que un discours de science, c'est un discours dans lequel on présente l'ensemble de ces postulats. Il y a eu une remarque sur le postulat tout à l'heure qui était fort juste. L'ensemble de ces postulats, les démarches que l'on va employer, les concepts que l'on met en jeu, tout doit être défini clairement afin d'être partagé avec autrui. Et chacun peut lire le discours de l'autre. Alors, le problème, ça, c'est la vision théorique de la science, mais c'est exactement de cette manière que la science s'est mise en place. Euclide, Newton, Einstein, voilà, vous prenez un texte, vous regardez, il vous dit, voilà, ce mot-là veut dire ça, ce mot-là veut dire ça, voilà tel postulat, voilà tel autre postulat, vous lisez ça, vous êtes ou vous n'êtes pas d'accord avec les enchaînements logiques qui sont mis en place, mais vous avez nécessairement absolument confiance parce qu'il vous dit tout ce qu'il fait. Et s'il ne dit pas tout, alors là, vous critiquez, le débat se met en place, et normalement, en science, il n'y a pas de défiance, si ce n'est de la critique. Et de la critique qui construit et qui développe de l'ignorance. Enfin, bref, on est à ce niveau-là, il ne devrait pas. Le seul problème, c'est qu'en général, la science ne fonctionne pas sur un mode aussi, disons, heureux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer et mettre en route la science dans des conditions aussi optimales. Lorsqu'il est question, par exemple, du climat, des OGM ou de tout ça, on est obligé de faire fonctionner la science de manière un peu différente. Et c'est à ce moment qu'on utilise des manières de penser que l'on regroupe sous les termes en général soit de modélisation, soit de simulation. C'est très important d'avoir ça en tête, parce que lorsqu'on fait de la modélisation, le physicien, l'ingénieur, tout le monde fait de la modélisation. Mais il ne faut pas croire à ce moment-là que l'on va obtenir nécessairement des vérités absolues, des grandes vérités. Non, la modélisation consiste à avoir, à prendre des morceaux de théorie, des bouts de théorie qu'on connaît bien, et voir un petit peu dans telle ou telle situation, en prendre plusieurs, mêler tout ça ensemble, faire un peu de construction théorique, mais que de la construction, et de voir si ça marche, si on peut modéliser. On peut modéliser le climat, mais modéliser le climat, c'est pas construire une théorie du climat. Il faut bien savoir où on se situe. On fait que le modéliser. Alors on peut dire, ah bah oui, mais écoutez, moi, tout ce que je peux faire. Et alors là, l'honnêteté et la confiance ne surgit que lorsqu'on dit « voilà comment j'ai modélisé, voilà les limites de ce que je peux dire et voilà les limites de ce que je peux affirmer ». Certains, il n'y a pas longtemps, ont, disons, construit des choses sur lesquelles ils ne disaient pas ce sur quoi ils s'appuyaient exactement. Et la confiance en science repose absolument sur le fait de dire sur quoi on s'appuie et à l'intérieur de quelles limites on peut parler. Il y a un problème, c'est le problème des experts qui crée de la défiance. L'expert crée de la défiance parce que l'expert, en général, comme je l'ai signalé précédemment, ne dit pas, parle de science, qu'il soit question de théorie, de simulation ou de modélisation. Dans tous les cas, c'est de la science, alors tout le monde s'attend à un discours porteur de vrai. Or, le discours n'est pas porteur de vrai s'il est dans la modélisation. Il est porteur d'autre chose, il est porteur de... il y a des chances que ça se passe comme ça ou pas comme ça. Alors, l'exemple économique est en particulier un exemple assez tragique. Il n'y a pas de théorie, ou du moins on ne dit pas d'où on parle et sur quelle théorie on s'appuie. C'est-à-dire, j'ai jamais entendu un économiste commencer à parler en me disant voilà mes axiomes, voilà mes postulats et voilà comment je vais raisonner. Ça, jamais. Il part sur un certain nombre de choses et rouler. Hop! Ça, je sais le faire aussi, mais ce n'est pas de la science. Je crois que c'est effectivement pas la science qui pose problème. Je crois que c'est le discours qui a puisé dans la science les éléments pour légitimer une autorité politique. C'est-à-dire, c'est, si vous voulez, davantage un discours d'idéologie scientifique et non pas un discours de rationalité scientifique, pour prendre la distinction qu'établit Georges Canguilhem, le médecin philosophe Georges Canguilhem. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien le voir, et ça a été rappelé ce matin, notamment par M. Émile Poulain, il faut bien voir que le politique va faire son marché dans les savoirs et les expertises mises en disposition comme des magasins en libre service et va puiser en quelque sorte ce dont il a besoin pour finalement
obtenir une légitimité qu'il n'a plus par la religion ou par les engagements idéologiques ou par les grands récits, n'est-ce pas? C'est cet effacement des grands récits et des grands messages qui fait qu'aujourd'hui, on va puiser dans quelques éléments très locaux de données scientifiques, finalement, les ingrédients pour légitimer des décisions politiques qui sont souvent prises, il faut bien le dire aussi, en amont. C'est un petit peu cette objectivité-là, enfin on y reviendra tout à l'heure, qui donne à notre démocratie peut-être parfois une forme dégénérée de démocratie d'expertise. La question de la confiance, elle est aussi, pourrait-on dire, inséparable aujourd'hui d'une idéologie de la compétition, d'une idéologie de la performance qui, justement, entame fondamentalement les valeurs sur lesquelles peut reposer le lien social. Il est difficile d'avoir confiance, pourrait-on dire, dans une culture ou une civilisation des mœurs qui nous pousse à nous mettre en concurrence les uns avec les autres. Aujourd'hui, nous sommes, il faut bien le dire, pour reprendre ce que disait Michel Foucault aussi, nous sommes dans une civilisation, dans une culture d'un sujet entrepreneur de lui-même. Donc il est peut-être un petit peu difficile, n'est-ce pas, de faire le pari sur l'avenir, et je reprendrai ce qu'a dit aussi M. Poula, mais aussi les interviews de Jean-Paul Delevoye tout à l'heure, enfin, en liminaire de notre colloque, n'est-ce pas, il est difficile de faire un pari sur l'avenir, n'est-ce pas, dans une société qui pousse à la concurrence la plus impitoyable. Pour qu'un enfant apprenne à marcher, encore faut-il qu'il soit convaincu que son entourage ne va pas le laisser tomber. Et si vous voulez bien faire de l'enfant la figure même de toutes les vulnérabilités, aussi bien existentielles que sociales, n'est-ce pas, vous comprenez bien que pour avoir confiance, il faut avoir un sentiment de sécurité. Pour avoir confiance, il faut qu'il y ait suffisamment de dispositifs, n'est-ce pas, qui accompagnent justement ce développement. En psychologie comme en politique, la confiance, ça provient de la garantie que l'on peut compter sur la parole donnée. Et je suis très heureux de vous avoir entendu terminer sur la question de la parole, parce que si j'avais une seule chose à dire en 30 secondes, ça serait ça. C'est-à-dire que la confiance, elle repose sur la consistance d'une parole qui montre ce qu'elle dit. Et dans une société du spectacle et de la consommation comme la nôtre, où les messages politiques vident, n'est-ce pas, les mots de leur substance sémantique et les recyclent au fur et à mesure des besoins, pourrait-on dire, et des pudiques, on est dans un déficit de confiance, puisqu'on ne peut plus se fier à la parole, que ce soit au niveau des affaires, ou que ce soit au niveau de la politique ou au niveau de la science. Si on ne peut plus se fier, pourrait-on dire, à la consistance même de la parole qui est prononcée, rien n'est jouable. Donc vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, il y a ce déficit où les mots tendent à perdre leur sens dans une société du spectacle et de la consommation. Je crois qu'il nous faut aussi l'assumer. L'adaptation, toujours en termes un peu pédiatriques et psychanalytiques, l'adaptation, c'est du côté d'une soumission à l'environnement, du côté d'une conformisation aux exigences de l'environnement. Alors, est-ce que c'est ce type de société que nous voulons ? On peut dire que d'une certaine façon, aujourd'hui, n'est-ce pas, les institutions, avec les différentes procédures, les différentes évaluations, les différentes expertises, vont bien évidemment du côté d'une conformisation des comportements à des modes d'emploi. Alors, je crois que dans le domaine du soin, de l'éducation, de la justice, je parle aussi sous le contrôle de Mme Rovergelli, n'est-ce pas, de la justice, je pense qu'on ne ferait plus confiance, n'est-ce pas, parce que peut-être on demande des preuves. Et là aussi, je pense qu'Israël Lisan pourra en parler beaucoup mieux que moi du côté de la médecine, n'est-ce pas? Il est évident qu'on demande des preuves. On demande des preuves du côté, par exemple, des règles de bonne pratique, évidence de médecine. On demande des preuves, n'est-ce pas, du côté de la logique comptable. Est-ce que effectivement c'est justifié en termes gestionnaires? Et on demande du coup des preuves aussi en termes psychologiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on a suffisamment informé le patient? Vous savez qu'il y a eu un changement radical depuis 1997 en France sur la question de l'information loyale et éclairée. La question du consentement, sur laquelle nous avons ici, un certain nombre de mes amis et moi, ici, écrit un bouquin sur cette histoire de consentement. Alors, le risque, n'est-ce pas, il est le suivant. Est-ce que, dans une société qui se fonde sur les preuves, avec effectivement la complicité des dispositifs et des procédures d'évaluation et d'expertise, n'est-ce pas, est-ce qu'on n'aboutit pas à une judiciarisation des relations sociales ? Alors comment voulez-vous, n'est-ce pas, dans un dispositif culturel qui prône la judiciarisation des relations sociales, comment voulez-vous ensuite réclamer la confiance? Dans une société de l'expertise, dans une société de l'évaluation, dans cette forme dégénérée de démocratie que sont nos démocraties d'expertise et d'opinion, on demande des preuves, on établit
n'est-ce pas, pas des dispositifs pour gérer les conflits, parce que c'est normal qu'il y ait bien sûr des conflits, mais on établit des dispositifs pour conjurer l'émergence du conflit. Et ça, c'est un problème fondamental, parce que ça vient attester à la fois comme symptôme et comme opérateur l'impossibilité même de faire confiance. On a tous en tête, en tout cas pour ceux qui l'auraient vu, la scène des Intouchables, qui est le phénomène cinématographique du moment, de cette scène de Omar Sy à l'opéra. On voit bien qu'effectivement la question des écarts dans les pratiques culturelles donne lieu à rire, ou en tout cas à sourire. Et malheureusement, il n'y a plus vraiment de possibilité, ou en tout cas de moins en moins, de croire en la culture comme facteur d'émancipation, comme facteur susceptible de faire en sorte qu'un individu puisse sortir de sa condition sociale. Et malheureusement, il y a véritablement un échec, on pourrait dire, de ce que, jusque dans les années 70, l'éducation populaire pouvait pourvoir. Alors, on voit que cela, ça peut finalement s'opposer à une forme, au contraire, d'homogénéisation des styles de vie. J'ai l'expérience, et ça c'est le maire qui parle, de me trouver souvent devant des adolescents dans les collèges qui nous interpellent sur le droit. Qu'est-ce que le droit ? Dont ils n'ont plus du tout la perception, dont ils n'ont pas encore la perception. Et très simplement, je me rapproche du modèle sportif. Je dis sur le terrain de foot, sur le terrain de rugby, il y a la règle du jeu. La règle du jeu est donc ici celle du social, du jeu social. Mais quand on est sur un terrain de foot, qu'on a 14 ans et qu'on n'a pas fait de droit, on accepte la règle. On l'accepte pourquoi ? Parce qu'elle est lisible et qu'elle est légitime. Elle est lisible parce qu'on peut la comprendre. Je crois que la confiance repose sur deux éléments, la croyance et l'adhésion ensuite à la croyance, qui, elle, est liée à la légitimité. La croyance est de comprendre. Saint Augustin disait « Comprends ce que tu crois et crois ce que tu comprends ». Or, nous avons là, dans la simplicité, dans la clarté, ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de lisibilité, la règle. Mais pourvu qu'elle découle d'une autorité légitime, au sens politique, pas au sens de sa racine, au sens du politologue, c'est-à-dire émanant d'une autorité acceptée. Ce que nous observons, nous, aujourd'hui, nous observons une hypertrophie du droit. Une hypertrophie, le politique, qui a bien compris que son opinion politique, son électeur, a besoin de sécurité. Pour lui donner cette sécurité, à chaque dysfonctionnement social, on y répond par un texte nouveau. Il est légal ou réglementaire, mais un texte nouveau. Vous avez globalement à peu près 100 000 textes qui déboulent chaque année dans les préfectures. Et nous en arrivons par là même à une mécanisation du droit. Alors c'est quelque chose que ma collègue doit observer et déplorer. Cette mécanisation du droit, c'est donc éloigner des grands principes de raisonnement juridique. Et cette mécanisation du droit a été renforcée par le formalisme. Un formalisme qu'on doit en particulier en droit public. Bon, cette prolifération du droit, quand même, il faut le préciser, porte davantage sur les droits publics, économiques et sociaux. Heureusement, le droit de la famille n'est pas bouleversé chaque matin. Mais on n'entend pas sur le droit de la famille un président qui va, en raison d'une observation, d'une dérive quelconque, demander un texte nouveau. Alors que nous avons dans l'arsenal énorme, et les pénalistes ici le savent,
hein, les procéduriers le savent, hein, nous avons la capacité d'y répondre. Ce droit formalisme est en fait hypertrophié par des normes d'expertise. Dans un état, en quelque sorte, d'esprit et de comportement social, où on doute. On doute de l'intérêt général. On doute de la véracité du propos tenu par le haut fonctionnaire ou par le politique qui, vous savez qu'on a inventé, est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau? On a inventé le grand débat public, le débat public national avec une commission qui fonctionne fort bien, il faut le dire. Hein, faut le dire. Cette commission donc, organise des débats sur le terrain par des commissions spéciales. Tout se déroule généralement bien. Après la concertation, on passe aux enquêtes publiques. Et alors, naît le contentieux. On aurait pu s'exprimer, on s'est exprimé. La décision, dans toutes les formes nécessaires, dans toutes les procédures d'ouverture, a été arrêtée et elle est contestée. Aujourd'hui, nous constatons, et ceci est extrêmement inquiétant, hein, une massification du contentieux administratif. Je pense que dans cette société liquide, hein, cette société que les philosophes appellent ainsi, parce qu'elle est tellement instantanée qu'il faut la réponse instantanée, il faut réintroduire de la pédagogie. Elle me semble possible. Elle me semble possible parce qu'il faut revenir à la diffusion, à la pédagogie des grands principes. Si le droit, c'est Portalis qui nous l'enseignait, hein, doit être amoral, laïque et apolitique. Hein, il ne doit pas se priver d'éthique. Il ne doit pas se priver d'éthique. Elle est sans doute à reconstruire. Elle est sans doute même totalement à construire dans des domaines comme le numérique, hein, car nous sommes là hein, dans un domaine assez vierge. Et il faut que l'éducation, je dis bien l'éducation, qui n'est pas que l'affaire de l'école, qui est l'affaire de tout le monde, mais à laquelle l'école participe, puisse justement rappeler au mécanisme hein, de la règle collective et réintroduire la responsabilité sociétale. Cette responsabilité sociétale est absolument centrale dans le rôle du citoyen, dans la définition du citoyen. Liberté et responsabilité sont effectivement indissociables pour les actes individuels, mais elle l'est aussi dans le vécu du collectif. Je voulais vraiment montrer à quel point il y a un livre récent qui s'appelle « Les métamorphoses de la distinction » de Philippe Coulingeau qui revient sur la distinction de Pierre Bourdieu et qui montre comment véritablement il y a une incommunication entre les classes sociales, entre les groupes sociaux identifiés et qui fait qu'il y a peu de circularité. C'est comme si on était sur des circuits sans échangeurs, si vous voulez. Et c'est vrai que ça, c'est quand même frappant pour une société comme la France qui essaye on en parlait à la table ronde précédente, qui met en avant sa culture comme façon de finalement être attractive. Bien, voilà, si on regarde plus précisément, malheureusement, il y a des contagions qui ne se font pas. La question du temps, elle est centrale. Vous l'avez dit, la question de la liquidité est centrale. La question du court terme est centrale aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut faire objection finalement à tout ce que nous décrivons, chacun avec nos mots, chacun avec notre expérience et nos styles, si ce n'est en nous donnant du temps? Alors ça peut paraître très curieux parce que justement nous donner du temps, si vous voulez, c'est aujourd'hui ce qui pose le plus problème. Et effectivement, comment sortir de cette normalisation, comment sortir de cette confiscation, n'est-ce pas, de nos pensées, de nos capacités à penser par des dispositifs de servitude divers et variés, si ce n'est en parlant, en échangeant nos expériences. Et je termine juste avec c'est une phrase que je cite approximativement du philosophe Lyotard, mais je trouve assez intéressante. Il dit que dans une société où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais incorrigible, d'en faire perdre. Et là, à mon avis, est le problème essentiel de notre société.